s'agit bien d'un concept que vous connaissez déjà et que vous ne maîtrisez pas. Il s'agit bien de l'épistémologie. Première question qui se pose, qu'entendons-nous par épistémologie et quelles sont les disciplines et les domaines d'intervention? Vous êtes là, les mathématiciens, les physiciens et les étudiants de SVT, donc vous êtes là, on apprend tous. Donc l'épistémologie concerne ces trois domaines, la physique, les mathématiques et aussi les SVT. les SVT. Donc on va parler, lorsqu'on dit épistémologie, à votre avis, ce qu'il peut passer au tableau pour décrire épistémologie? Ça signifie quoi, épistémologie? Épistémologie, oui. Donc il s'agit premièrement d'une, lorsqu'on dit logie, on dit étude. Sociologie, logie, étude de la société. Psychologie, étude de la psychologie. Tout concept qui a à la fin logie, c'est-à-dire la science. Mais c'est quoi épistémie? C'est l'horaire. C'est le savoir. Le savoir, ok. Lorsqu'on me dit la science, qu'est-ce qu'une science d'abord? Parmi les questions qu'on pose, alors l'épistémologie c'est défini dans une définition élémentaire, on peut dire que c'est l'étude critique des sciences. L'étude critique des sciences. Et parmi les premières questions posées par un épistémologue, c'est qu'est-ce qu'une science d'abord? Qu'est-ce qu'une science? Lorsqu'on dit science, il s'oppose à quoi? Évidemment, au non-science. C'est quoi le non-science et c'est quoi la science? Donc on va voir la première question, qu'est-ce que la science? Et qu'est-ce que le posé de la science? C'est l'art. Non, non pas, c'est l'art. Qu'est-ce que l'art? Il y a une définition entre les deux termes. Donc lorsque j'ai dit critique, vous m'avez dit, l'épistémologie, c'est l'étude critique des sciences. Alors, quoi signifie le mot critique d'abord? Le mot critique, ce n'est pas la destruction, ce n'est pas détruire. Critique, c'est avoir, au lieu de consommer, ou bien au lieu d'avaler des informations, avoir un esprit d'analyse, d'interprétation, de jugement. Donc, on doit avoir une vision qui se définit autrement. Parce qu'on a, dans le domaine du savoir, on a un savoir, comme on dit, un savoir savant. Savoir. Et un savoir Enseigner. vulgaire. Ah. Le savoir vulgaire, c'est le savoir adopté par la foule. Des gens simples qui croient à des vérités, qui ne sont pas des vérités. Lorsqu'on dit la foule, c'est-à-dire des gens, c'est ce qu'on appelle vulgaires, avec un langage grégaire. Donc pour nous, lorsqu'on dit épistémologie, la première des choses qui s'opposent, c'est dépasser le savoir vulgaire. Je dis bien vulgaire, avec G-A-I-R-E. Ce savoir vulgaire qui s'exprime souvent par ce qu'on appelle le langage grégaire. Donc on est là, devant le champ scientifique, qui signifie le savoir De la science. de la science. Parce que toute science est un savoir, mais on ne peut pas faire le contraire. Tout savoir n'est pas science. Il y a un savoir qui n'est pas science, qui est par exemple des mythes, par exemple des arts, du cinéma, de la musique. C'est un savoir, puisque un savoir, j'apprends. Mais c'est la connaissance, mais ce n'est pas scientifique. Donc la première des questions, qu'est-ce que le savoir? Pour l'épistémologie, il a, comme on dit, il a une longue histoire. C'est appartient au domaine de la philosophie exactement. Les anciens philosophes, par exemple, on trouve parmi les questions, comment peut-on atteindre un savoir? Est-ce que à travers l'expérimentation ou bien à travers le raisonnement? Les deux. Est-ce que à travers l'expérimentation, par exemple avec Claude Bernard, avec la physique, tout ce qui est macroscopique, ou bien est-ce que l'expérimentation a des limites? Première des choses. Deuxièmement, est-ce que la raison, à savoir la méthode hypothétique ou déductive, peut nous aider à acquérir ce savoir? Comment peut-on juger la vitesse de la lumière qui dépasse presque les 300 000
km par minute. Je pense par seconde. C'est ça? Comment peut-on? Quelle est la différence? Donc, la première question, c'est parce qu'on dit l'épistémologie, c'est l'étude critique, puisque logique, c'est une étude critique des sciences. Mais sciences quoi? La critique des concepts, par exemple, parmi les concepts qui ont bouleversé l'histoire de la science, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité dans les sciences? Est-ce que la vérité scientifique a des limites? Deuxièmement, c'est au niveau de concept. Je viens de dire la vérité. Par exemple, la certitude. Est-ce que dans la physique aujourd'hui et dans les sciences exactes, entre parenthèses, on peut parler de la certitude? Est-ce qu'il y a une certitude au niveau de la méthodologie? Ça, au niveau quelle est la méthode la plus adaptée aux sciences, la plus favorable? Est-ce que c'est l'expérience? Oui, l'expérimentation. Ça, ce sont des questions soulevées justement par des épistémologues. Mais on peut aussi voir la question, non pas seulement des méthodes, la question des concepts qu'on utilise. Quelle est la différence entre l'absolu et le restreint en physique, par exemple? C'est des questions d'ordre épistémologique. Quelle est la fonction en biologie? Par exemple, est-ce que la race existe? Est-ce qu'on peut parler d'une généralisation universelle dans les sciences de vie et de terre? Est-ce qu'on parlait ou bien il y a des exceptions? Donc ce sont des questions qu'on va se lever aujourd'hui. Donc on est là sur 3 domaines: les mathématiques, l'épistémologie des mathématiques, puisque il y a des étudiants des maths, et l'épistémologie de la physique, et aussi l'épistémologie des SFT. Donc on va parler des mathématiques. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà visité sur les mathématiciens? À vous de penser, les physiciens aussi, est-ce que vous avez des idées concernant l'épistémologie des mathématiques? Quelles sont les questions qu'on peut poser, à propos des mathématiques? Par exemple, la crise des mathématiques. Parmi les grands problèmes qu'on trouve en épistémologie, c'est la crise des sciences. La crise des mathématiques, mais aussi la crise de la physique et la crise des SVT. Qu'est-ce qu'une crise en mathématiques? Est-ce que vous connaissez déjà les crises des mathématiques? Est-ce que je parle par exemple, est-ce que vous connaissez un certain Cantor? Cantor, oui, c'est quoi? C'est qui Cantor? Ça veut dire Cantor. Vous m'avez dit non? Celui qui a fondé la théorie des ensembles. La théorie des ensembles, c'est à Cantor. Mais quelles sont les crises, quels sont les problèmes soulevés par la théorie des ensembles? On va revenir. Donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'un ensemble? Je vous donne un exemple. Dans les mathématiques, on a des règles à respecter. Par exemple, on dit le tout est plus grand que l'ensemble de la partie. C'est clair? Supposons que j'ai un ensemble, comme a dit Cantor, parce qu'il a des relations. Lorsqu'on parle des ensembles, on peut parler d'un ensemble qui contient des ensembles. On peut parler du problème de bijection, de transitivité, ainsi de suite. Toutes ces relations ont été posées par Cantor. Mais le problème qui vient, c'est le problème, supposons que j'ai un ensemble E, par exemple, qui contient 1, 2, 5, 4, par exemple. Combien d'éléments? Quel est le cardinal de E? Cardinal de E, c'est-à-dire... Le bas. Ah, c'est quoi le cardinal à toi? Le cardinal de l'ensemble E. On a 3 éléments. Le cardinal de E, c'est? Le quart. C'est 3. Si jamais j'ai une partie de E, qui peut me définir? Un mathématicien passe au tableau, il me définit, c'est quoi? La partie de E. Quels sont les éléments qu'on peut trouver sur la partie de E? P de E, c'est partie, voilà, de E, l'ensemble E. C'est quoi la partie de E? On a premièrement l'ensemble vide. Et là au tableau, l'ensemble vide. Ensemble vide, on a singleton 1, l'ensemble vide, et voilà l'ensemble vide, c'est comme ça. L'ensemble 2, l'ensemble 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Donc il y aura combien par le carton 1 et le parti? Oui. L'ensemble des parties que c'est supérieur à l'unité.
L'ensemble, c'est ce que je dis. Ah, ça je l'écris. Votre d'accord. Très bien. Oui, tu passes au tableau sur le mathématicien. C'est un professeur de maths. Vous savez, le problème il est là. Quelle est la différence entre un mathématicien et un épistémologue, à savoir un philosophe des mathématiques? La différence est simple. Celui-là, c'est un prof de maths. Moi, je ne suis pas prof de maths. Mais je peux parler des mathématiques. Parce que je suis épistémologue et philosophe des mathématiques. C'est-à-dire, puisque l'épistémologie, c'est l'étude critique des sciences. Et puisque les mathématiques sont des sciences, moi, je critique ce qu'il va faire. Pi de E, voilà, donc c'est 1, et etc. 1, 1, et 1, 2, et 1, 3. C'est pareil. Le cardinal. Voilà, donc vous voyez, c'est une question posée déjà, ou bien soulevée par Cantor. Normalement, on a le cardinal de l'ensemble, l'origine, c'est 3 éléments. Et ici, on a, mademoiselle, c'est pour contester, c'est le prof qui a dit oui. Donc on a comme on dit, la partie est plus grande que le taux. Donc le cardinal. Comment appelle-t-on le cardinal en arabe? Le cardinal. يا الناس المط او ديال المطاف ديال متعد تعد لا اسمه رئيسي. لو كاردينال كاين لوردينال العدد الترتيبي وكاين العدد العادي. Je m'excuse David parce que je traduis le mot cardinal en arabe, c'est العدد العادي. Vous voyez le problème posé au niveau d'épistémologie même de la culture arabo-musulmane est difficile. Parce qu'on dit سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم ربي أعلم بالعدة. الكاردينال هو العدة. La traduction. والدليل mon argument fort والنساء يتربصن بأنفسهن 3 قروء. كنقولوا مسكينة طلقات واللي مازال ما كملات العدة. والعدة 3 أشهر أليس كذلك؟ نعم. ما عرفنا وزي نهار ولا قل نهار لأن والنساء يتربصن بأنفسهن 3 قروء والقرء يفيد الحيض كما يفيد الطهر. ما عرفنا والسبعيات واش قبل ولا العدة. العدة هو أستاذة اللغة العربية ديال الرياضيات اللي كنقراو بها كيسموه العدد العاد أليس كذلك؟ اش كتسموه نتوما؟ العدد الرئيسي؟ لا، العدد العاد العدد الذي يعد. راه كاين العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من عدة وكاين العدة والله أعلم بعدتهم. هما ils sont là et c'est là, c'est une question d'ordre épistémologique. On a 3-4 personnes, je ne sais pas, à côté d'eux, on a un chien. Est-ce qu'on peut considérer le chien dans le nombre? Oui, lorsqu'on dit 8, on ne dit pas 8 personnes, 8 éléments, qu'il soit chien ou il soit autre chose. Donc c'est une question d'ordre épistémologique. Aussi au niveau des mathématiques, passons à la géométrie. Où sont les mathématiciens maintenant? La géométrie, qui a fondé la géométrie? Moi je ne parle pas de l'histoire de la science. Vous voyez parmi les règles que l'épistémologie, établies par un certain Gaston Bachelard, parmi le grand, celui qui a fondé l'épistémologie, c'est Gaston Bachelard. Bachelard, c'est le fondateur français de l'épistémologie. À noter. Lorsqu'on dit Bachelard, épistémologie. Lorsqu'on dit épistémologie, on pense à Gaston Bachelard. On a Gaston Bachelard généralise. Il a généralisé ce qu'on appelle l'épistémologie. Mais on a d'autres épistémologues qui ont travaillé sur des champs spécifiques. Par exemple, Pierre Duhem. Pierre Duhem, c'est un épistémologue qui s'intéresse à la physique. On va revenir sur ces questions-là. Donc j'ai bien dit, bon, prenons l'exemple de géométrie. On a, au niveau, je reviens après, mais je reste sur la géométrie. Qui a fondé la géométrie? Au moins, les mathématiciens, vous connaissez rien, Euclide. En arabe, Euclide. Euclide, c'est la géométrie euclidienne.
Qui peut me dire les principes de la géométrie euclidienne? Par exemple, entre deux points, c'est ce qu'on appelle l'action 1. Numéro 1, une droite, une seule. Deuxième action, on a 5 actions. Parce que, au cours de la question, dans les sciences, on a ce qu'on appelle des actions. C'est quoi ce qu'on ne peut pas démontrer? C'est-à-dire des postulats. Monsieur. Non, oui, c'est le musallamat ou le musadarat, oui. Oui, qu'elle m'a dit, monsieur, oui. Si on a 5 postulats de Euclide. Tu peux nous rappeler, s'il te plaît? Moi, j'ai noté la première. Il existe toujours une droite qui passe par deux droites du plan. Tout Il segment. existe toujours. Une droite qui passe par deux points du Très plan. bien. Lorsqu'on dit Euclide, on passe à la géométrie via le plan. C'est quoi le plan? C'est la table. C'est le plan. Si jamais on n'a pas la géométrie de plan, on va voir, on a la géométrie de l'espace. On va voir l'espace vectoriel. Très bien. Donc, à travers deux points, il passe une ligne droite. Une droite. Oui. Tout segment peut être étendu suivant sa direction en une droite infinie. Oui, tout segment AP, ou bien il va à gauche, ou bien il va à droite, si j'ai bien compris. Allez-y. À partir d'un segment, il existe un cercle dont le centre est un des points du segment. Très bien. Voilà le segment, voilà le centre. Je peux faire le cercle. Oui. Et dans le rayon et la longueur du segment. Dans le rayon et le longueur. Tous du les segment. angles, le Oui. cinquième postulat, c'est tous les angles droits sont égaux entre eux. C'est pas le postulat, cinquième postulat. Il y a un C'est problème. la La quatrième. Bien. Le problème, c'est le postulat qui a bouleversé l'histoire des mathématiques, c'est le postulat, ce qu'on appelle 5. Oui, monsieur dit le parallèle. Parallèle. Alors, tu dis, allez, vous voulez là. Le cinquième postulat. C'est-à-dire, on a une ligne droite, on a un point. Yallah. Le point passe une droite qui Très est bien, bien. Je vais le cinquième postulat entre géométrie non euclidienne et euclidienne. Où est la géométrie non euclidienne? À travers un point, on ne peut tracer qu'une Une seule seule droite droite. parallèle à la l'autre droite droite. D. On a la droite D, on trace seulement une seule droite d'Y' qui est parallèle. Et pas, on ne peut pas tracer beaucoup. Oui. Donc, on va parler de ce qui nous intéresse. Merci, monsieur J. Bon, on va revenir justement sur la géométrie. Donc, par rapport au cinquième postulat, après, au début, on croit que c'est un postulat dépendant, on ne peut pas discuter. On peut l'apprendre comme ça. Mais, après 10 années, à savoir une vingtaine d'années, parce que Euclide, c'est le frère docteur avant Jésus-Christ. 10 années et 10 années, on est arrivé qu'à partir de ce point-là, dans un autre domaine. Parce que ce type de géométrie est acceptable sur le plan. Mais si jamais je quitte le plan vers ce qu'on appelle l'espace, qu'est-ce qu'il y a? Je peux tracer une infinité de droites parallèles aux droites D. Parallèle au plan. Non, c'est pas sur le plan. Au niveau du plan, si je reste sur le plan, je ne peux tracer qu'une seule droite. C'est-à-dire que le cinquième postulat d'Euclide a une vérité absolue. Mais si je dépasse le plan vers autre chose, je peux trouver une infinité de droites. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Au début, on croyait qu'aux mathématiques, en tant que science exacte, avec une grande exactitude. Je crois que la géométrie d'Euclide, c'est le top. On ne peut pas faire autre chose. Maintenant, on est arrivé à quoi? On est arrivé à une autre possibilité. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'action. Parce que lorsque j'ai dit action, j'ai dit action ou bien postulat, c'est-à-dire indiscutable. Indiscutable. Les 5 actions. Attends, on va te partager. Le nom d'action, vous avez déjà un problème. Vous ne comprenez pas justement qu'est-ce que l'épistémologie, comment peut-on l'appliquer. C'est une occasion pour nous tous
On donne des exemples, puisque vous avez des mathématiques et de la physique. Et on commence maintenant juste, ce sont des, comment dire, des petites idées, ça. Mais on va les développer après, parce qu'on a 3 heures. Alors c'est très, leçon très compliquée. Et j'ai proposé cette leçon parce que je sais que vous avez un examen pour ceux qui s'intéressent au CRML prochainement. Et vous aurez parmi les concepts au niveau des activités didactiques. L'année dernière, ils ont proposé pas moins de 10 concepts concernant l'épistémologie, la didactique. Et ça vous intéresse aussi dans votre formation concernant le master. Parce que je ne peux pas avoir un master en maths ou bien en physique ou bien quoi d'autre. Je ne sais même pas de quoi. Parce que l'histoire des sciences, c'est l'histoire des erreurs des sciences. Ça, c'est Bachelard qui l'a dit. On n'a pas une vérité absolue. Et on va voir aussi, selon d'autres, ce qu'on appelle le despotisme de la science. Que veut dire le despotisme de la science? C'est-à-dire il y a des scientifiques, par exemple, on va voir celui qui a la question de la pomme, comment appelle-t-on avec celui qui a découvert Newton. Newton était un despote. Il a gouverné l'histoire de la science pendant plus que 20 siècles. C'est un despote. Un despote en arabe, al-mustabid. Euclide, il a son efficacité plus que, donc même peut-être du 19e siècle, peut-être la fin du 19e siècle, les environs de 1905, on a commencé à douter. C'est quoi le doute? C'est la critique. C'est une méthode philosophique adoptée ou bien fondée par Descartes. Je doute, donc je pense, donc je suis. Parce qu'il y a deux types de pensée. Ce qu'on appelle les Anglais, bad thinking, good thinking. Penser d'abord, c'est la critique. Jean-Jacques Rousseau, un jour, lorsqu'il parle de la pensée, il dit, il n'y a pas une différence entre les sexes, femmes et hommes. Je ne connais aucune différence entre les deux sexes, femmes et hommes, sauf une. Des gens qui pensent, rien de différent. Des gens qui pensent et qui critiquent. Descartes, lorsqu'il parle de ce qu'on appelle le doute, la méthode dubitative, il dit dubito ergo cogito, cogito ergo sum. C'est-à-dire, dubito. Dubito, oui, David, dubito, c'est la méthode je doute. Dubito ergo. Ergo, non, ergo cogito. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum, c'est-à-dire je doute avant de penser. Oui, mademoiselle. C'est en quelle langue? En quelle langue? C'est le latin. C'est le latin. Dubito sum, c'est j'existe. Dubito, c'est je doute, la méthode dubitative. Je doute, donc je pense donc je suis. Donc lorsqu'on dit axiome, on ne peut pas. Qui est la vérité, normalement? Comment peut-on considérer un énoncé, une expression en tant qu'axiome? C'est quoi l'axiome? C'est une question d'ordre épistémologique. Qu'est-ce qu'est l'axiome? Un axiome, l'axiomatique en français, c'est une procédure adoptée par les mathématiciens. Parce qu'à bout, on peut prendre une chose en tant que vérité, même chez Descartes, à savoir, c'est parmi les fondateurs de l'épistémologie ancienne. La vérité, qu'est-ce qu'une vérité? Je prends une chose en vérité, c'est l'évidence. L'évidence. On a 4 principes pour considérer une expression, un énoncé comme vrai. C'est évident, on le sait. Si jamais il n'est pas évident, on va voir si c'est exhaustif. Si jamais il n'est pas exhaustif, on va voir si c'est analytique. Et si jamais il est formé de ces 3-là. Donc, les règles, les 4 vérités, les 4 critères de vérité, j'ai bien dit l'évidence. Non, l'exhaustivité. Al-badaha, al-wudu, l'analyse,
التحليل التركيب la synthèse. 4, les critères de la vérité sont 4. Tu peux me rappeler? Tu peux prendre ça, Il y a l'évidence. J'ai bien dit 4 vérités. L'évidence, l'exhaustivité, l'analyse, la synthèse. On est là pour apprendre. راه ما نقدر لك كتاب قراءة العرب وتنشف باش البنتيه وتعمل سوق ترجع في البورتابل واعر. انا غادي نولي ما مزيانش. يسمح دير مسوج لنا في البورتابل. L'évidence, l'exhaustivité, l'analyse, la synthèse sont les critères de vérité, c'est-à-dire distinguer entre un énoncé vrai et un énoncé qui n'est pas vrai. Bon, on a ça depuis l'Antiquité, mais on vient aujourd'hui aux mathématiques. Des choses qu'on considérait comme des actions, par exemple les postulats d'Euclide ne sont plus. Alors il y a un nouveau concept qu'on a, ce qu'on appelle l'obstacle épistémologique. أيه. آخر مرة غادي نسمح لك هذاك الهوار. أنا نقول لك كتاب خاص تجي له أستاذ ما كاين. أنا راني شاب، ما عنديش أنا هادشي ديال كوم سا كوم سا كوم سا. جوجونس هنا. بغيتي نجيب لكم فوتوكوبي بوليكوب راه غادي نمشي ندير فوتوكوبي تما وندير الداتا شا ونبقى نتريكلو على بعضياتنا. هادشي والله لا عمرك عرفتي. هو سمحي لي حنا راه فيه 30 عام باش نشوف هادشي. بون vous voyez. لازم تكتب لازم تقلق صافي. On va passer les obstacles. On a parlé sur les 4 caractéristiques de la vérité. C'est l'évidence, l'exhaustivité, la synthèse et l'analyse. Très bien. Même dans la vie, si quelqu'un vient vers toi et te raconte quelque chose, la première des choses, c'est adapter la méthode dubitative. C'est quoi la méthode? C'est la méthode du doute, non pas le doute pour le doute, mais le doute pour arriver à une vérité. C'est ce que nous a dit ce qu'on appelle la méthode cartésienne. La méthode cartésienne, c'est lorsque quelqu'un vient vers toi et te raconte, tu cherches ce qu'il dit, est-ce qu'il est évident, c'est jamais, est-ce qu'il est exhaustif, c'est non, est-ce qu'il est analytique, ou bien il est scientifique. S'il n'est pas sur ces 4 vérités, il est autre chose. Ce n'est pas la vérité, c'est la science. Vous avez des questions? Je ne sais pas, oui. Je n'ai pas encore cité l'obstacle épistémologique parce qu'il ne faut jamais mettre la charrue avant le bœuf. Je viens vers l'obstacle et aussi la rupture. Ah, là. La rupture. R-U-P-T-U-R. La rupture. Donc, épistémologique. Je veux voir qu'est-ce qu'un obstacle épistémologique. Je termine d'abord par les mathématiques pour vous donner des exemples. Et après, on passe à la physique, on passe à les sciences de vie. Et comme ça, on peut donner des exemples par des obstacles. Je vous donne la parole, professeur. Monsieur, s'il vous plaît, les 4 vérités selon qui? Selon Descartes. Parce que Descartes, avant d'être un philosophe, c'est un scientifique, c'est un physicien. Il a des écrits de la physique. Parce que Descartes, vous savez, je ne peux pas parler de l'histoire des sciences. On a Copernic. On dit ce qu'on appelle la révolution copernicienne. On va voir c'est quoi l'épistémologie. On a Galilée. La vérité qui a été écrite. Pourquoi on dit l'histoire des sciences? C'est l'histoire des erreurs des sciences. Ce qu'on croyait. Oui. Excusez-moi. Oui, là, oui, là. أنا غادي مثلا نحمل جاب الإخوان. إلا شي واحد كيهضر معاه أنا وكان واحد كيجيب البورطابل وتيقلب فيه وما تيكتب والو يعني ما ماتش والو. واللي كاين معايا مزيان أنا شي مثلا تصور ما غاديش تجيب لها الكرايم لا والو يعجز عليها التمارة وصافي تعمل. Monsieur, quelle est la relation entre les 4 critères de vérité selon Descartes et la méthode cartésienne que vous avez? La méthode cartésienne, il est basée sur le doute. Parce que c'est chez Descartes, pas plus. Je pense même dans la vie, si David vient vers moi, il me dit quoi que ce soit, je dois prendre en premier lieu. Je dois me méfier. On parle de la méfiance.
contre la confiance, comme on a déjà dit. Je dois prendre les choses. Parce que je ne sais pas si chacun a, par exemple, chez Ibn Khaldoun, on va trouver d'autres critères qui concernent ce qu'on appelle l'information. Comment je considère une information? Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les fake news. On a, surtout par exemple avec Corona, on a l'infodie, c'est-à-dire des informations qui sont fausses, qui concernent. Si jamais tu viens chez moi, tu me racontes sur ta copine, tata, donc je dois prendre les choses, mais avec réserve. Je prends les choses avec réserve et après je valide, ou bien oui ou bien non. Je valide. C'est pas l'ordinateur. D'abord, quand tu as une information, tu as dit 24 heures, tu viens. Après la validation. Les critères, on a d'autres critères. Mais parmi les critères les plus anciens sont les philosophes. Parce que pourquoi je parle des philosophes? Parce que j'ai bien dit qu'il est le moyen, parmi les moyens les plus adoptés pour connaître, pour savoir. On est avec l'histoire que je connais, mais le père doit connaître si je le connais. Mais c'est quoi la connaissance? Connaître, c'est quoi? C'est quoi connaître? On va répondre parce que je ne veux pas faire ici un cours magistral. Moi, j'essaie toujours de faire ce qu'on appelle la pédagogie participative. Je cherche que les étudiants participent. Je ne sais pas d'habitude, vous aurez l'habitude, mais lorsque j'arrive, oui. Est-ce que la pédagogie participative, elle a beaucoup de pédagogie active? Moi, j'ai bien dit ce que je fais, je refuse daïman. كتشوفوني دايما à côté du tableau. مثلا حتى كنعيا كنمشي للناس. ما عنديش d'attache. Participatif, c'est-à-dire, c'est comme l'observation participative, participante. C'est-à-dire l'élève, l'apprendre participe au savoir. D'abord la question, on a posé la question, qu'est-ce que l'épistémologie? Maintenant je travaille. Au niveau des mathématiques, on connaît bien que des mathématiciens, des anciens mathématiciens, ont écrit à gouverner, à dominer ce qu'on appelle l'histoire des mathématiques à travers des siècles. Mais en arrivant au début du XXe siècle, on a commencé à poser des questions qui ont bouleversé un peu, tremblement de la pensée, tremblement de terre, tremblement du pli. Après, avant Jésus-Christ jusqu'à XXe siècle, il a toujours son efficacité. Mais quels sont d'abord ceux qui ont posé ces questions-là? Ces mathématiciens, ces épistémologues. C'est Riemann et Lobachevsky. Riemann, ça s'écrit peut-être, je ne connais pas parfois les noms propres. Riemann. Qui veut jouer avec Riemann? R-I-E ou la E-I? Comme ça?